Vous avez cliqué à nouveau sur cette vidéo parce que vous vouliez savoir pourquoi Bergson est le plus puissant philosophe de tous les temps et peut-être même du XXe siècle. Et ça, c'est formidable. Vous êtes sur la chaîne de l'œil du photon, j'ai des connaissances sur à peu près rien, mais des opinions surtout. Je vous laisse découvrir avec le jingle, bien sûr. Ah, c'est magnifique, mes chers amis. Je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo sur Bergson. Bergson, c'est l'un de mes philosophes favoris. C'est un penseur hors norme dans l'histoire du XXe siècle. Je vais essayer de vous expliquer au maximum tout ce que je sais sur Bergson. Euh, donc, de la base, Henri Bergson, philosophe français, évidemment, du début du XXe siècle. Il aurait inspiré Marcel Proust. Il aurait inspiré Marcel Proust, et c'est déjà énorme quand même, là, le plus grand écrivain français du XXe siècle, main dans la main avec le plus grand philosophe du XXe siècle. Alors qui est Bergson? Je n'en sais rien, mais je sais qu'est-ce qu'il dit. Bergson, c'est un philosophe qui s'intéresse à la vie. Il s'intéresse à la vie et il s'intéresse au temps. Alors, déjà une distinction extraordinaire qu'il fait, et c'est un truc vraiment qui vraiment me retourne le cerveau à chaque fois que j'y pense, c'est la distinction qu'il fait vraiment entre le temps et l'espace et comment il nous explique qu'en fait toutes nos représentations du temps sont des représentations spatiales. Alors je vais essayer d'aller un peu plus loin là-dessus. Euh, Bergson nous fait comprendre en fait qu'à chaque fois qu'on pense à de l'espace, à chaque fois qu'on se représente l'espace, à chaque fois qu'on mesure à chaque fois qu'on se représente le temps, à chaque fois qu'on le mesure et à chaque fois qu'on mesure du temps, oui, et bien en fait, on a besoin de passer par de l'espace. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'en fait, quand vous avez votre montre, vous regardez la montre, vous regardez le temps passé, en fait, vous ne regardez pas le temps passé. Vous regardez l'aiguille parcourir l'espace qui est nécessaire pour atteindre donc une heure à une autre heure, par exemple. Euh, si vous regardez une montre digitale, vous allez regarder les chiffres qui passent. Et donc vous allez enfin, restons sur la montre analogique. Donc vous allez voir l'aiguille qui parcourt une distance. Et c'est la distance qu'elle parcourt qui vous montre le temps. Vous avez besoin de vous représenter le temps par la distance parcourue, en fait. Et c'est quand même quelque chose d'assez fondamental. Quand on se représente, euh, quand on se représente par exemple le passage des années, on est obligé de regarder un calendrier. On est obligé de regarder les jours posés les uns à côté des autres, donc spatialisés, voilà, étalés sur de l'espace pour nous représenter le temps qui passe dans l'année. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. On n'y pense jamais, en fait. On a l'impression que oui, le temps, c'est le temps, l'espace, c'est l'espace. Et en fait, personne ne nous explique, non, en fait, à chaque fois qu'on pense à du temps, en fait, ce à quoi on pense, c'est de l'espace. Et je vais vous expliquer pourquoi après, parce qu'il explique aussi, effectivement, il fait une analyse psychologique qui nous explique pourquoi on a besoin de le faire. Mais déjà, je vais essayer de développer un peu encore. Euh, Par exemple, sur pourquoi, en fait, quand on se représente le temps qui passe, en fait, on se représente jamais le temps qui passe. On se représente une série d'instantanés. C'est ça, en fait, on voit des photographies d'instantanés prises les unes après les autres. Et en fait, en imagination, on les relie. Mais en fait, on a besoin toujours de ces instantanés pour, euh, pour appréhender le temps. Le temps, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à appréhender en soi. C'est ça que personne nous fait comprendre. En fait, on ne comprend pas le temps. Euh, on comprend très bien l'espace. Là, l'espace, on comprend très bien. Mais dès qu'il s'agit de temps, on ne comprend plus. Et en fait, il explique que dès qu'on compte quelque chose, dès qu'on compte sur nos doigts ou dès qu'on évalue des grandeurs, en fait, on évalue toujours de l'espace. Il n'y a pas de grandeur temporelle, en fait, qu'on évalue. Ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, une grandeur temporelle. C'est toujours une grandeur spatiale. Quand on compte les nombres, on compte de l'espace. Quelque chose qui est plus grand qu'autre chose, voilà, un nombre qui est plus grand qu'un autre, ça veut bien dire grand. Donc ça veut dire qu'il couvre plus d'espace. Et le temps, ça marche pas comme ça. Et il va regarder en fait aussi l'exemple de la courbe. Donc pour ceux qui sont un petit peu intéressés par la science, vous savez qu'on représente souvent, par exemple, l'évolution. Alors, l'évolution du nombre de cas de coronavirus, on va le représenter sur une courbe. Et puis on va dire, ok, ça monte, ça descend, d'accord. Et donc on dit, on a représenté l'évolution, donc on a représenté le temps. Et en fait, en un sens, on n'a pas vraiment représenté le temps. On a représenté
Enfin, on n'a pas représenté vraiment le temps stricto sensu, c'est-à-dire qu'on a représenté une partie du temps, mais en fait, c'est le temps en tant qu'il est déjà spatialisé. Et vous remarquerez que quand par exemple, on projette sur une courbe, on modélise, je sais pas moi, imaginez que je lance une balle en l'air et on modélise la position de la balle dans le temps. Et on dit, voilà, la balle, elle va monter, elle va monter, elle va monter, et puis après, elle va redescendre. Et puis en fait, on a une courbe qu'on peut à peu près prédire en fonction de la gravité, en fonction de la masse de la balle, en fonction de la pression de l'air et de la résistance de l'air. On peut dire à peu près, voilà, ça va faire une espèce de parabole qui va retomber très joliment sur le sol. Mais ça, c'est pas le temps. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on a figé la balle. C'est-à-dire qu'on peut remonter dans le temps et on peut aller dans le futur. Donc c'est très très efficace pour modéliser, pour prédire. C'est très très efficace pour faire tout ce qu'on fait en fait en science. Mais c'est pas ça le temps. Le temps, c'est pas un truc qu'on peut remonter et puis avancer. Ça, c'est de l'espace. C'est de l'espace en fait. On a spatialisé là encore l'expérience du temps. On l'a spatialisé pour pouvoir l'appréhender. On a étalé la courbe de la balle sur un plan dans l'espace. Et du coup, alors à chaque fois on se dit mais du coup qu'est-ce qui reste en fait si ça c'est pas le temps, mais qu'est-ce que c'est le temps en fait? Et en fait Bergson il explique le temps c'est ce qui est vécu. Le temps c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer parce qu'à partir du moment où on le mesure, ça revient encore à de l'espace. Donc le temps en fait c'est intrinsèquement lié à la vie. Le temps c'est quelque chose qui est expérimenté. C'est-à-dire on expérimente l'évolution créatrice dans un parcours qui est je dirais imprévisible, par définition imprévisible. Et Bergson a une image comme ça, il va parler de l'histoire, et il dit voilà, on s'imagine souvent l'histoire, en fait, voilà, comme à chaque moment, des choix qui vont être faits, puis les choix, si en gros on choisit d'aller à droite ou à gauche, si on choisit d'aller à gauche, bah, voilà, l'histoire va dans une direction, si on choisit d'aller à droite, l'histoire va dans une autre direction. Un petit peu comme un fleuve, en fait, qui s'oriente dans le lit d'une rivière qui a parfois des embranchements, et à certains embranchements on va choisir une direction et en fait on ne choisira pas l'autre direction. Et en fait Bergson il explique mais non mais ça c'est a posteriori ça. Ce raisonnement là, cette vision là qu'on a de l'histoire, c'est après, c'est une fois que tout est fait en fait. Et a fortiori quand on dit bah voilà c'était écrit de toute façon il allait arriver ça, il ne pouvait arriver que ça, tu vois genre ouais mais a posteriori ouais. A posteriori, on peut faire tout un tas de raisonnements pour dire bah oui, mais de toute façon, on voit bien que en germe, enfin, je sais pas moi, la Première Guerre mondiale était en germe dans la guerre de 1870. Voilà, un truc à la con. Ouais, mais ça c'est après. Mais les germes, ce que nous on voit comme germes avec le recul de l'histoire, à l'époque, c'est pas des germes. À l'époque, c'est rien. C'est juste, ça fait partie des éléments de l'histoire. Et en fait, quand l'histoire est vécue dans le temps, donc le temps, quand on dit l'histoire, c'est un peu, c'est la même chose que le temps. Et ben, en fait, on ne vit pas, on peut pas en fait mettre les choses encore une fois, sur un plan spatial, de choisir d'aller à droite ou à gauche ou autre, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui va être l'élément déterminant de l'histoire. On le sait qu'après. Et une fois qu'on a vécu ce temps, on peut le rationaliser, on peut le mesurer, et on peut dire, bah voilà, en fait, on peut l'expliquer. On peut dire, voilà, en fait, les causes de la Première Guerre mondiale, ça a été ça, 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 ça. Les causes de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été ça, 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 ça. Mais en fait, au moment précis où ça se passe, on ne sait pas ce qui va être la cause de quoi. L'idée de cause et de conséquence, c'est encore une fois quelque chose de spatial. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui influe sur autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que le temps, c'est pas ça. Le temps, c'est... Il y a de la cause et de la conséquence, mais je veux dire, le temps, c'est... Pour Bergson, il le représente vraiment comme une évolution créatrice. C'est-à-dire que ça se crée lui-même. Il n'y a pas de choix entre A et B. On est constamment en train de créer notre chemin, en fait, au fur et à mesure qu'on avance. On n'emprunte jamais un chemin. Parce que, en fait, le truc, c'est que si vous aviez à choisir entre deux chemins, ça veut dire que les chemins, ils existent déjà, en fait. C'est soit le chemin A, soit le chemin B. Donc les deux chemins existent a priori. Et vous ne faites que choisir A ou B. Mais en fait, l'histoire et le temps, c'est pas ça. L'histoire, c'est un truc qui se crée au fur et à mesure. Et vous pouvez pas prédire. Enfin, le chemin n'est pas déjà écrit à l'avance.
voyez ce que je veux dire? On dit souvent, oui, le chemin n'est pas déjà écrit à l'avance, chacun peut être le maître de son destin, ou des trucs comme ça. Enfin, il y a ce paradigme qui existe dans beaucoup d'histoires. Mais là, ça va plus loin que ça. C'est l'idée même qu'il y aurait deux ou trois ou un nombre arbitrairement défini de chemins par lesquels on passerait. En fait, pour Bergson, c'est faux. Parce que on est sur un chemin qui se crée lui-même au fur et à mesure qu'on avance. C'est après qu'on peut dire ah oui, non mais d'accord, ce choix-là, il a été fondamental parce que ce choix-là, il a fait en sorte, il a découlé tout un tas de conséquences. Mais ça, c'est après. Et quand on fait de l'histoire a posteriori, bah, on n'analyse pas le temps en fait. Le temps, c'est par essence le temps présent en fait. C'est le temps qui est vécu au présent et qui est une espèce de poussée vers quelque chose dont on ne peut pas savoir à l'avance ce que ça va être en fait. Et dans la mesure, alors est-ce que ça veut dire qu'on ne peut jamais prévoir ce qui va se passer? Non, c'est pas ça qu'il dit Bergson. Il est très 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 subtil ce mec. Il n'est pas du tout en train de vous dire qu'on peut jamais prévoir, je sais pas moi. Donc là, si je lance une balle en l'air, où est-ce qu'elle va retomber? On sait très bien prévoir où la balle va retomber. On sait prévoir le mouvement des planètes. On sait prévoir le mouvement des satellites. On sait prévoir, on sait faire de la balistique. On sait faire de l'astronomie. On sait faire énormément de choses. On sait faire plein de choses en termes de prédiction. Ce que Bergson dit, c'est que dans la mesure où on est en train de faire de la prédiction, on annule le temps. Il n'y a pas de temps. Si on met le temps dans l'équation, on pourrait pas. Si on mettait le temps dans l'équation, on pourrait pas faire de prédiction. C'est ça qu'il est en train de dire. Et c'est hyper. Enfin, c'est chiadé quoi comme raisonnement quoi. Il faut vraiment le comprendre. C'est subtil quoi. Dans la mesure où je m'intéresse au temps, dans la mesure où je fais abstraction de l'espace, je suis obligé de voir le temps comme quelque chose d'imprévisible et de créatif. Et donc Bergson, c'est quelqu'un qui va vraiment s'intéresser à la vie, à la vie dans le sens, comme dans le sens de ce qu'elle a d'organique. Dans une dernière vidéo, j'ai expliqué comment on peut voir le monde de manière mécaniste, on peut voir le monde de manière organiciste. En gros, hein, c'est très simplifié, mais en gros, c'est d'un côté, on pourrait dire, bah voilà, l'univers est fait d'un ensemble de particules qui s'entrechoquent les unes les autres selon des mouvements que l'on peut très bien comprendre, que l'on peut modéliser en termes d'équations. Du coup, tout est déterminé. Et du coup, si je connais l'univers à un temps t et toutes les lois de l'univers, bah je peux très bien prévoir ce qui va se passer au temps t plus 1, au temps t plus 1000, au temps t plus 1 milliard, et à l'inverse, comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Puisque je connais l'état des particules, de toutes les particules de l'univers, mettons, à un temps t, je connais les lois qui s'exercent sur elles, par conséquent, je peux remonter le temps. En pensée, je peux remonter le temps, savoir ce qui s'est passé 1000 ans avant, 1 milliard d'années avant, et à l'inverse, aller plus loin dans le temps et prévoir l'avenir. Donc ça, c'est l'attitude mécaniste, déterministe. Je crois que c'est l'attitude de... pas Spinoza... Je crois que c'est Leibniz. Je crois que c'est en gros ce que disait Leibniz au XVIIe siècle. Il va vous dire, voilà, l'univers, c'est un truc parfaitement déterminé. La position inverse, en gros, la position inverse, c'est la position de dire non, l'univers n'est pas déterminé. L'univers n'est pas déterminé. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on a... Alors, le XXe siècle a mis au jour tout un tas de choses qui permettent de dire qu'effectivement, la détermination, enfin, ça a vraiment mis à mal l'idée qu'on pouvait, avec suffisamment de recul et de compréhension des lois de l'univers, prévoir tout ce qui va se passer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas déterminées. Par exemple, la position d'un électron, on le sait bien aujourd'hui, la position d'un électron autour de l'atome ne peut pas être comprise. Alors, je crois que la position ne peut pas être comprise en même temps que la vitesse. On a soit l'un, soit l'autre. Pour le reste, c'est du probabiliste. Il est en gros par là. Voilà, l'électron, il est en gros par là autour de l'atome. On ne peut pas savoir où il est de manière sûre et déterminée. C'est impossible. Donc c'est pour ça que le XXe siècle a déployé toutes des batteries d'outils probabilistes pour déjà essayer d'un peu de circonscrire toute cette incertitude et de mieux comprendre ce qui se passe. Mais alors, chez Bergson, ça va beaucoup plus loin. Il explique, donc, comme je vous l'ai dit, que la vie porte en elle-même des germes de création pure. Ça veut dire quoi de la création pure ? Ça veut dire de l'imprévisible total, radicalement imprévisible.
Et parce que c'est de la création, en fait. C'est pas un choix entre A et B, c'est créatif. Voilà, c'est créatif. C'est un chemin qui se crée lui-même, qui se découvre au fur et à mesure qu'il se déroule. Voilà, c'est une idée vraiment totalement opposée à ce qu'on peut à cette idée que voilà l'univers est soumis à des lois qu'on peut parfaitement prévoir. Enfin, avec suffisamment d'expérience et de compréhension des lois de l'univers, on pourrait prévoir l'avenir, on pourrait remonter dans le passé. Personne ne dit non. Enfin, on peut remonter dans le passé a posteriori. On peut décrypter a posteriori l'histoire. On peut dire bah oui, s'il n'y avait pas eu tel conflit, alors la Première Guerre mondiale n'aurait pas eu lieu. A posteriori, on peut le faire, mais c'est toujours a posteriori. Le, dans le, dans le temps, au temps T, il y a dans la vie, dans le vivant, quelque chose de radicalement imprévisible, de radicalement créatif. Et donc cette position organiciste, vitaliste que tient Bergson, elle va influer en fait toute sa compréhension des choses. Et donc on pourrait parler d'un autre de ses bouquins qui s'appelle Le Rire. Et dans Le Rire, Bergson en fait, il applique vraiment de manière très systématique, il applique sa vision de la vie à l'humour. Et alors qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il va nous dire qu'en fait, le rire, fondamentalement, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Du mécanique, comme on l'a vu avant, plaqué sur du vivant. Ce qui fait rire quand un homme marche dans la rue et se cogne contre un poteau, qu'est-ce qui nous fait rire là-dedans ? Bergson, il nous dit en fait, c'est très simple, c'est que l'homme est un être vivant, il marche, et étant distrait de la vie, étant distrait du courant créatif de la vie, il se prend le poteau. Et donc, il est ramené, il s'arrête net. Il y a une espèce de brutalité dans l'humour où l'homme, le comique, le comédien, il va s'arrêter net, comme ça, sonner, et il va être, l'espace d'un instant, ramené à sa condition mécanique, à sa condition d'être corporel, qui marche, et puis qui finalement, s'il rencontre un obstacle, va devoir s'arrêter. Et l'humour consiste dans une découverte abrupte du fait qu'il y a de la mécanique dans du vivant. Il y a de la mécanique dans le vivant. Et c'est un rappel à l'ordre en fait. C'est ça qui dit Bergson, c'est ça qui est trop intéressant, quoi. Il dit finalement quand on rit de quelqu'un ou quand on rit d'une situation, c'est une manière de rappeler à l'ordre et aussi de se rappeler à l'ordre que la vie n'est pas du mécanique justement. Et que quand on met du mécanique sur du vivant, c'est drôle. C'est parce que c'est pas ce que devrait être la vie. La vie, ça devrait être un fluide. La vie, ça devrait être un truc qui s'adapte en permanence, qui est créatif en permanence, qui est attentif à son environnement. Mais la vie, c'est aussi du mécanique. Et c'est pour ça que nous rions des gens qui tombent par terre, parce qu'ils sont ramenés au statut d'objet qui est soumis tout simplement aux lois de la gravité. Bergson parle du jeu de mots. Alors, il va donner des exemples de jeux de mots, et il va dire, voilà, par exemple, on voit bien dans ce alors je sais pas si j'ai un exemple de jeu de mots dont il va parler, mais en gros, on sent bien que le jeu de mots, en fait, c'est quoi ? Le jeu de mots, c'est la mécanique du son plaquée sur le sens. C'est-à-dire que le sens de ce qu'on dit est travesti par par la position mécanique de sons similaires. Par exemple, on utilise un mot pour un autre. Faire un jeu de mots, c'est souvent utiliser un mot pour un autre qui lui est similaire, mais qui dans le contexte n'a rien à voir. Et du coup, c'est drôle. Mais pourquoi c'est drôle ? Personne il vous dit en fait parce que ça dénote une distraction de la vie qui ne sait plus en fait, enfin, qui oublie le sens des mots qu'elle utilise pour ne retenir que le son. C'est-à-dire que dans le son, ça passe, mais en fait, dès qu'on entend le sens et qu'on recrée le sens, on dit ah bah non, il y a un problème. Et c'est ce décalage qui est drôle. Et en fait, il prend plein d'exemples comme ça, et du coup, je pense qu'il doit y avoir des exemples où ça marche pas, sa théorie, mais c'est vrai que c'est diablement efficace, quoi. Il y a beaucoup de styles d'humour où cette idée fonctionne. Que ce soit l'humour de geste, où par exemple un être humain est ramené à son statut mécanique. Donc là, on a Charlie Chaplin, on a comment il s'appelle, l'autre humoriste des années 20, là, enfin du début du siècle,
tu vois, il prend une échelle, après il remonte l'échelle, et puis après en fait il tombe de l'autre côté, un truc comme ça. Enfin, il y a quelque chose de, tout ça, c'est une espèce de mécanique mise en scène, et ça nous fait rire, et ça suscite aussi l'admiration, parce qu'on dit putain, il a pensé à ce que la maison elle tombe, mais elle tombe exactement juste à côté de lui, à 30 cm, comme si l'univers était lui-même vivant en fait. Enfin, c'est-à-dire comme si la mécanique, là encore, la mécanique de l'univers tenait compte des êtres vivants qui étaient à côté. Donc ça, c'est extrêmement drôle. On a ça pour le jeu de mots. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre si j'imite quelqu'un, par exemple. Voilà, les imitateurs. Alors j'imite Sarkozy. Je dis, mais vous fumez, monsieur. Et je vous fais Sarkozy. Qu'est-ce que je fais en fait? Je reproduis la mécanique de la voix de Sarkozy, la mécanique de sa gestuelle. Donc je suis en train d'extraire de Sarkozy le vivant de Sarkozy pour ne retenir que la mécanique, les réflexes, vraiment l'espèce de réflexes, quoi. Et c'est ça qui est drôle, c'est parce que je reprends des choses auxquelles Sarkozy lui-même est distrait, et on en a tous, enfin, chacun, je pense que tout le monde est imitable. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on s'exprime, il y a le côté vivant, il y a le côté j'exprime quelque chose, le message que je veux vous faire passer, et puis il y a le parasite, c'est-à-dire que bah voilà, j'ai des tics de langage qui font que voilà, je twitch un peu, ou je vais vous parler avec un ton comme ça, et puis je me rends plus compte en fait, ça devient mécanique parce que c'est refait tout le temps, tout le temps. Ça n'est pas, c'est-à-dire que à l'opposé de ça, l'idéal ce serait quoi? Ce serait la vie qui à chaque fois voilà, parle d'une manière différente, parle sans jamais avoir de tics de langage, c'est-à-dire arrive à chaque fois à aller à l'essentiel auquel elle veut aller, mais qui va, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui permet d'imiter une personne, en fait, c'est les réflexes mécaniques qui lui arrivent dans sa manière de parler de manière répétée. Et c'est parce que c'est répété, on peut dire que c'est mécanique. Et du coup, donc voilà, l'imitation, ça marche très bien. Bergson a parfaitement, voilà, je suis même pas sûr qu'il en ait parlé, mais ça marche parfaitement bien. Ça s'applique parfaitement bien à l'imitation, sa théorie. Et donc voilà, donc voilà, le rire, voilà, pour lui, c'est vraiment le mécanique plaqué sur du vivant. C'est vraiment le rappel à l'ordre de la vie à elle-même. C'est-à-dire qu'on rit des uns des autres, parce que pour Bergson, le rire, c'est fondamentalement quelque chose de brutal. C'est fondamentalement quelque chose je sais plus s'il dit agressif ou hostile, mais il y a vraiment quelque chose de méchant dans le rire. Voilà, il y a une méchanceté. Pourquoi il y a une méchanceté? C'est pas parce que les gens sont sadiques. En fait, il explique ça. Il dit en fait, quelle est la différence entre le drame et la comédie? Quelle est la différence entre le drame et la comédie? Alors là, je sais pas, la comédie c'est drôle, ouais, le drame c'est moins drôle, ok. Personne ne dit qu'est-ce que c'est la différence. La différence c'est celle-là. La différence c'est que dans le drame, c'est-à-dire un drame et une comédie peuvent raconter la même histoire. Ils peuvent raconter exactement la même histoire. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir le même scénario de film, on pourrait le tourner comme une comédie, on pourrait le tourner comme un drame. Qu'est-ce qui va changer dans les deux cas? Eh bien, dans le cas du drame, on va se concentrer sur le sens du message. C'est-à-dire on va avoir de l'empathie pour les personnages. Par exemple, Monsieur Michaud, sa femme l'a quitté. On dit, sa femme l'a quitté, c'était dur. On a de l'empathie, tu vois, genre, c'était pas facile. Elle lui a dit que elle avait trouvé un autre homme et que ne pouvait pas continuer avec lui parce que c'est pas ce qu'elle veut, c'est pas ce qu'elle veut. Et à l'inverse, on peut faire ça de manière hyper comique. Et là, comment on va faire de manière comique, c'est Monsieur Michu, après avoir bu un coup de trop, voit sa femme, elle lui dit, ah bah, je suis parti avec Michel. Oh bah non. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la différence? Bah, la différence, c'est que dans le deuxième cas, on s'en fout des personnages. On n'est pas en empathie avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas en empathie avec eux. On les voit finalement comme les jouets d'une mécanique. Là encore, on les voit comme les jouets d'une mécanique. La comédie, c'est de la mécanique. La comédie, c'est du rythme. Je sais pas si vous avez remarqué, mais une bonne blague, qu'est-ce qui fait que la même blague dite par un amateur et ça va pas faire rire, et la même blague dite par un professionnel, ça va faire rire? Parce que le professionnel, il a le sens du rythme. C'est-à-dire il va vous dire la blague, par exemple, il va vous dire le début de la blague, comme ça, et puis il va s'arrêter. Et après, il va vous dire la chute, tu vois, de manière brutale, mais il faut que ça tombe exactement au bon moment pour faire rire, en fait. Et c'est ça qui est distinctif de la comédie. La comédie, c'est du mécanique. La comédie, c'est du rythme. La comédie, c'est de la musique. Le drame, c'est de la vie. Le drame, c'est de la vie. C'est vraiment, je suis la vie de cette personne dans ses états intérieurs, dans ce qu'elle ressent. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, cette distinction, moi je trouve ça absolument magistral, quoi. Je trouve c'est absolument génial, quoi, d'avoir compris
cette différence essentielle et que ça marche aussi bien, quoi. Et tout dans Bergson va se ramener à cette distinction entre le mécanique et le vivant. Et, et il va décliner ça dans plusieurs bouquins, donc l'évolution créatrice, les deux sources de la morale de la religion, donc le rire, d'autres que j'ai oubliés, mais vraiment ça va toujours revenir à cette même question de mais comment le temps, en fait, comment, en fait, comment et pourquoi on mécanise la vie. Et en fait, ça aussi, c'est quelque chose qui va expliquer. Et j'avais dit que j'y reviendrais, et donc j'y reviens. C'est pourquoi en fait on a autant de mal à appréhender le temps. En fait, le vivant, il a besoin d'instantané. Le vivant, bizarrement, ne vit pas comme ça, mais il a besoin d'instantané pour comprendre. Connaître quelque chose, c'est être capable de l'arrêter en fait. Connaître une personne, connaître un objet, c'est être capable de l'arrêter, d'arrêter sa progression, d'arrêter son évolution constante, d'être capable de voir des structures, des choses qui vont pas varier par exemple. Comprendre les lois de l'univers, c'est comprendre les invariants de l'univers. C'est ce qui change pas. Et ce qui change pas, c'est pas du temps. Ah, c'est QFD. Donc comprendre quelque chose, c'est en avoir extrait la partie temporelle. C'est en avoir extrait la partie temporelle et pour garder vraiment ce que nous, on peut absorber dans notre cerveau pour connaître. Et Bergson, il explique que connaître, c'est toujours le préalable à l'action. La connaissance, la science, la mécanique, l'ingénierie, ce sont des préalables à l'action. C'est-à-dire qu'on ne cherche à connaître l'univers, même les gens, même la théorie la plus pure, la plus théorique sur l'univers, enfin, ou en mathématiques ou en physique, ça a toujours pour but d'être appliqué en fait. C'est ça qu'il dit. Ça a toujours pour but d'être appliqué. On veut agir sur l'univers. On veut agir sur l'univers. Et pour agir sur l'univers, il nous faut des invariants. On ne peut pas agir sur l'univers si on est en permanence dans une espèce de ressenti adaptatif. Et c'est un peu ce que... Alors, moi, ce que j'ai compris de Lévinas, de Emmanuel Lévinas, donc c'est un philosophe d'origine lituanienne français, qui parle du visage de l'autre et qui explique qu'en fait, la guerre, ce qu'il appelle la guerre, alors il a tout son arsenal de concepts, Lévinas, mais en gros, la guerre, c'est prendre l'autre de biais, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire de biais? Ça veut dire le prendre comme comme un être, presque pas comme un être vivant, mais comme un élément d'un jeu. Et en fait, moi je trouve ça très bergsonien, c'est-à-dire que voir le visage de l'autre de face, voir ce qu'il ressent et être, disons, choqué, être pas choqué, mais être bouleversé par ce qu'on voit de l'autre, par toute sa complexité. Chez Lévinas, c'est simplement pour Bergson, en fait, voir le vivant et s'interdire au bout d'un moment d'agir sur le vivant, c'est-à-dire de le prendre comme un objet. Et c'est aussi un peu ce que... Alors, moi, j'ai l'impression que Lévinas, c'est un peu ce que dit Kant. C'est-à-dire quand Kant, il dit ne jamais... Alors, la maxime universelle, c'est en gros ne jamais traiter autrui que comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin. Un truc comme ça. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire jamais seulement comme une mécanique, mais aussi comme l'être vivant qu'il est, avec ses ressentis, sa vie intérieure, son flux, son courant, etc. Ne jamais l'arrêter, le mettre dans une case d'outils pour toi obtenir ce que tu veux. Parce que c'est ça finalement, manipuler les gens. Réfléchissez, si vous avez vu quelqu'un qui est très manipulateur, qui est très pervers, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il ne voit pas les gens comme des êtres vivants. Il les voit comme des objets, comme des mécaniques. Et puis il fait tourner comme ça la mécanique. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un horloger en fait, c'est-à-dire qu'il vous manipule comme s'il réparait une horloge, comme s'il réparait une montre. Et du coup, il voit plus le vivant. C'est un psychopathe le gars. Il ne sait pas qu'il est un être vivant charnel, qui ressent des choses en face de lui. Il voit juste une horloge, une grosse horloge, et puis il va appuyer sur tous les boutons pour obtenir de vous ce qu'il veut. Voilà, c'est ça un manipulateur fondamentalement. Et donc voilà, donc on est toujours ramené pour moi à cette dichotomie entre le mécanique et le vivant. Et être capable de comprendre le vivant, c'est être capable de s'abstraire de cette vision exclusivement mécaniste, exclusivement spatiale de l'univers. Et de comprendre qu'en fait, nous, quand on vit notre vie, on ne la vit pas de manière spatiale, on ne la vit pas de manière mécaniste, on ne la vit pas de manière... on la vit vraiment comme une évolution créatrice. Et c'est d'ailleurs
Je pense que c'est la plus grande, le plus gros problème, la plus grosse faille, je dirais, dans le raisonnement des gens qui sont mécanistes, les gens qui disent mais oui, mais finalement, il n'y a pas de liberté, tout est déjà déterminé, on est déterminé par tout un tas de choses, que ce soit inconsciente ou que ce soit sociale, voilà, les déterminants sociologiques, les déterminants géographiques, les déterminants historiques. Mais le problème de ces gens-là, c'est que quand ils disent ça, moi c'est à chaque fois ce que je leur demande, c'est quand vous dites que vous êtes déterminé, est-ce que vous êtes libre là de le dire? Ou est-ce que vous êtes déjà une mécanique? C'est ça le problème. C'est les gens qui te disent nous sommes tous déterminés et exclusivement déterminés. T'as envie de leur dire bah ouais c'est bien mais toi là quand tu me dis ça t'es aussi déterminé donc t'es déterminé quand tu me dis que t'es déterminé donc du coup comment je prends au sérieux ce que tu dis si c'est pas dit de manière libre? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que en fait on vit jamais comme un scientifique, on vit jamais comme un mécanicien, on vit jamais comme un ingénieur. La vie c'est jamais comme ça. La vie c'est une évolution créatrice. La vie, on n'expérimente pas le monde principalement à travers la lunette du scientifique. C'est ça que j'essaye de dire en fait. Et Bergson, il avait compris ça parfaitement. Bergson, il avait compris ça parfaitement. Le rapport de connaissance est nécessaire à l'action, est nécessaire à la vie pour son action, est nécessaire pour la civilisation en général. Mais il y a toute une partie de la vie dont on ne rend pas compte quand on voit les choses exclusivement par cette lentille, par ce prisme. Donc du coup, voilà, c'est ça Bergson, quoi. Bergson, c'est un des penseurs les plus géniaux de notre époque. Je vous invite à lire tous ses livres. Je crois qu'il y avait un livre en particulier. Alors je sais plus lequel c'est. Je pense que c'est... Et c'est un tout petit livre. C'est vraiment un tout petit livre. Et j'avais vraiment la sensation, quand je l'avais lu, que mon intelligence, elle avait grimpé de... Enfin, j'avais gagné 20 points de QI après avoir lu ce bouquin, quoi. Parce que c'est tellement intelligent et subtil et tellement bien écrit et concentré d'intelligence. Un tel concentré d'intelligence, quoi. Il faut vraiment être sacrément intelligent pour comprendre les limites de la thèse mécaniste. Pour comprendre à quel point la vie, c'est plus que de la mécanique. Et que dans la mesure où nous sommes des êtres vivants et des êtres sentients et conscients, nous avons en nous une part de créativité qui veut s'exprimer et qu'on ne peut pas vraiment réprimer en fait. Il y a toujours quelque chose en nous qui veut aller dans des chemins et qui n'ont jamais été arpentés avant nous et que personne ne connaît et personne ne peut vous le dire. Donc c'est ça, pour votre vie personnelle, dites-vous toujours que vous n'êtes pas déterminé. Vous êtes toujours déterminé. Il y a toujours une partie de vous qui sera déterminée. Vous serez toujours déterminé sociologiquement, géographiquement, historiquement, psychologiquement. Il y aura toujours des parties de vous qui seront déterminées, dans la mesure où la mécanique s'applique à vous. Mais vous êtes encore des êtres vivants. Et l'être vivant, il se développe, il se déploie, il se développe, il s'envole. Voilà. Et on peut pas dire, on peut pas vraiment dire, voilà, c'est ça qui dit Bergson en tout cas. Voilà, donc c'est sur ça que je m'arrêterai. Je pense que c'est vraiment, lisez-le, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un penseur de très très haute volée pour moi. Et je vous le recommande et j'espère que ça vous plaira aussi, quoi. Voilà. Mes chers amis, ça a été un plaisir et un privilège de vous instruire, de vous divertir, de vous étonner, j'espère. Et à bientôt. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.